Watokofu Tsimouezine, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h et nous sommes ensemble pour 30 minutes d'information. Ce soir dans l'actualité, l'octroi de mer, cette taxe qui tend à assassiner l'économie mahoraise. En effet, certains secteurs d'activité sont directement touchés tels que le BTP, les pharmacies ou encore les grandes surfaces. Pierre Bellucci, rédacteur en chef du JTM, nous donnera ses impressions au cours de ce journal. Dans l'actualité, encore et toujours, le conflit Smart versus Mayotte Channel Gateway, même si en fin de semaine dernière, le bateau CMA-CGM a été déchargé en présence des forces de police. Il n'en est pas moins que la situation n'est toujours pas réglée. On parlera évidemment de cette affaire dans ce journal. Et le temps de rejoindre le plateau, je vous propose de regarder les titres de ce lundi 25 janvier. Toujours pas de sortie de crise au port de Longoni. Ce matin, les salariés de la Smart ont décidé d'envahir le conseil départemental afin de forcer les élus à trancher sur un conflit qui n'en finit plus. L'île tout entière en pâtit, mais les autorités restent muettes en attendant la tenue prochaine d'un conseil portuaire. Explication. La révision des taux d'octroi de mer inquiète au plus haut point. En effet, certaines branches de métiers sont confrontées à des augmentations de près de 30%. De quoi plomber une économie locale fragile et faire planer sur le département le risque d'une vague de licenciements. Le point dans votre journal. Ce week-end, la Bretagne était à l'honneur à la MJC de Mtsapéré. À l'occasion de la 10e édition du Fest-Noz, des dizaines de personnes venues de toute l'île ont pu goûter au charme de l'une des régions les plus atypiques de France. Reportage à la fin de cette édition. Vous regardez KTV, bienvenue dans votre journal. Les jours passent, mais le conflit entre la Smart et MCG n'évolue pas. Les problèmes au port de Longoni entraînent l'économie de l'île sur une pente très dangereuse. Et ce matin, les salariés de la Smart se sont rendus devant le conseil départemental afin d'y rencontrer les élus. Soutenus par les femmes leaders, ils semblent plus déterminés que jamais. Les explications dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimonet. Toujours aussi inquiets pour leur avenir suite au partage du marché de la manutention entre la Smart et MCG. Les salariés du manutentionnaire historique étaient au conseil départemental ce matin. Une nouvelle manifestation de leur colère qui grandit au fil des jours alors que les autorités se refusent à trancher en faveur de l'un ou l'autre. Mais c'est une dame qui est prête à nous sucer le sang, nous les Maoris, vous voyez. Elle a déjà zoné les MMC, je sais pas, SRS, la CINI, je sais pas quoi, beaucoup score, etc. Ça suffit, madame. Nos parents, nos aînés ont lutté pour leurs fils, Mayotte avant tout, et aux Maoris. Alors, moi, ce que je demande à tous les Maoris, d'être conscients, parce que c'est une vorace, cette dame-là. Ce n'est pas du racisme que je dis, mais madame, attention, tu dois comprendre que tu es Mayotte. Alerté par des importateurs adhérents du syndicat, le président du MEDEF, Thierry Gallarme, a adressé hier un courrier au préfet Seymour Morsi. Il souhaite ainsi une résolution rapide du conflit pour le bien de l'économie locale. Le MEDEF s'immisce donc dans cette affaire, tout comme les femmes leaders qui ont pris fait et cause pour les salariés de la Smart. Vale anunua plus vale havini amaha nanda fanya la shtahe hule banda autorizwa na serikali anunue serikali nande hule anda fanya la shtahe ashukize markabu zake. Autre soutien pour les salariés Smart, le secrétaire départemental de la CFDT. Ce dernier était présent ce matin pour aider à l'instauration du dialogue avec les autorités. Mais jusqu'à là, vous êtes là depuis ce matin comme moi également, mais nous n'avons pas vu la présence d'un élu et ni
Et depuis quelque temps, j'ai déjà contacté la préfecture, mais je n'ai pas non plus reçu de réponse jusqu'à maintenant. Alors, si les agents ils sont livrés à eux-mêmes, alors dans ce cas, s'il y a un problème quelconque qui se produira, alors on ne devra pas du tout prendre pour responsable les gens qui sont sous tension, qui sont énervés. En effet, la colère gronde du côté de la Smart. Si aucune solution n'est rapidement trouvée, les salariés envisagent de forcer l'entrée du port, désormais bloqué par la société MCG. Nous sommes prêts à aller mourir tous pour ouvrir ça. Et soyons sûrs que nous sommes prêts. Là, je ne sais pas qui sera responsable, mais nous sommes prêts. S'il n'y a pas de solution qui sort aujourd'hui, vous irez vous-même à le venir. Oui. Nous sommes prêts à aller mourir, hein, quel que soit. Je ne sais pas si ce serait nous ou ce serait elle. Là, nous ne savons pas. Des propos lourds de sens et qui font craindre le pire quant à de nouveaux affrontements au port. C'est pour cette raison que je suis là à vous dire comme quoi que nous devons avoir des autorités qui puissent chercher à trouver une solution de sortie de cette crise. Mais si nous n'avons pas des responsables dignes de ce nom, alors ce dont je suis en train de vous parler risque de se produire à n'importe quel moment. Ce conflit n'en finit plus de freiner le développement économique de l'île. Les entreprises en pâtissent des retards pris dans les livraisons et les réapprovisionnements. Il semble désormais urgent que le conseil départemental et l'État jouent les rôles qui sont les leurs à travers les comités de pilotage technique et stratégique mis en place par la délégation de services publics. De retour sur le plateau du JTM, bonsoir Pierre Bellucci. Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Alors, on recontextualise un petit peu l'histoire. Jeudi soir, vendredi, le bateau CMA-CGM a pu être déchargé en présence des forces de l'ordre. Mais est-ce que ça veut dire que la situation est pour autant réglée ? Absolument pas, la situation n'est absolument pas réglée. C'est bien pour ça que ce matin, les salariés de la Smart étaient au conseil départemental afin d'y rencontrer les élus. À noter qu'ils ont rencontré vendredi le préfet Seymour Morsi qui leur a assuré qu'il s'est excusé d'abord d'avoir envoyé les forces de l'ordre puisque ça a été très mal pris. Mais il a expliqué que voilà, il y avait des marchandises très importantes, on le sait, à l'intérieur il y avait notamment ce sel qui va permettre d'assainir l'eau. Il y avait également des médicaments pour le CHM, donc c'était très important de décharger ce bateau-là. Maintenant, il s'est excusé. Il leur a aussi assuré qu'il n'appliquerait pas la décision de justice qui oblige la Smart à quitter le port de Longoni. Ça, c'est les premières assurances qu'ils ont obtenues vendredi de la part du préfet. Maintenant, il y a eu également aujourd'hui une réunion avec les élus qui eux aussi ont été très rassurants auprès des salariés de la Smart. Maintenant, que s'est-il passé aujourd'hui au port ? Eh bien, les salariés de MCG ont travaillé tout au long de la journée, ils ont travaillé, ils ont déchargé, il y avait des livraisons notamment. Par contre, le port est bloqué, c'est-à-dire qu'il refuse. Idanel maintenant a décidé, et elle l'a expliqué au préfet, qui lui a envoyé une lettre afin qu'elle laisse les salariés de la Smart travailler. Elle a refusé, elle a expliqué que non, maintenant elle veut une sécurité sur le port, elle veut des actes concrets, elle veut que les choses soient réglées avant de permettre aux salariés de la Smart de travailler à nouveau. Alors on sait que ce mercredi il va y avoir un bateau. Les salariés là étaient très remontés ce matin, ils m'ont expliqué tout à l'heure que ils ne feraient plus d'action coup de poing, ils seraient sur place, ils espèrent que mercredi le port leur sera ouvert afin qu'ils puissent travailler. Maintenant, si ce n'est pas le cas, ils seront sur place, ils feront un sitting, il y aura probablement des personnes qui seront là pour les soutenir. En tout cas, ils appellent au soutien de la population. Et on voit dans le reportage cet employé de la Smart qui nous dit qu'ils sont prêts à aller mourir devant le portail. La situation est vraiment dangereuse. La situation est très très délicate et on le voit que la société civile s'en mêle également. Les femmes leaders soutiennent, elles ont pris fait et cause pour les salariés de la Smart. On voit aussi que le MEDEF réagit de son côté. Il explique que la situation ne peut plus durer, qu'il y a beaucoup de syndiqués au MEDEF qui se plaignent de retard d'approvisionnement, de retard dans les livraisons, que ça pose de nombreux problèmes pour l'économie qui est en train d'être freinée par un conflit qui dure. Alors maintenant, il va y avoir un conseil portuaire qui devait se tenir le 11 février, qui devrait être avancé. On n'a pas de date exacte pour le moment, mais on sait que le préfet veut l'avancer. La situation est trop compliquée pour laisser comme ça les choses aller et puis voir comment ça va se passer. Est-ce que ça va exploser ? Est-ce qu'il va y avoir d'autres conflits ? Maintenant, il est temps d'intervenir. On a l'impression aussi que les élus et les autorités tentent de gagner du temps avec les uns et les autres pour apaiser les choses en attendant ce conseil portuaire qui va être vraiment décisif.
Merci beaucoup Pierre. On suivra bien évidemment tous les jours l'évolution de cette situation. Depuis le 1er janvier 2016 et en application de la réglementation douanière, les marchandises commerciales ne sont plus acceptées au filtre voyageurs. En effet, bon nombre de commerçants du marché de Mamoudzou se rendent à Dubaï ou en Chine pour s'approvisionner et faire passer leurs marchandises en soute et non en compartiment fret. Mais l'application du droit commun bouleverse désormais cette donne. On vous l'annonçait en fin de semaine dernière, le mécontentement de ces commerçants et la menace de fermer boutique en signe de protestation, chose dite, chose faite. Les commerçants du grand marché de Mamoudzou se sont rassemblés ce matin pour marcher jusqu'au centre des douanes et dénoncer la situation. Un reportage signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Adèle Laurent. Il l'avait annoncé la semaine dernière. Ce matin, les commerçants du marché ont débrayé afin de se rendre au service des douanes. Ils protestent en effet contre l'application de la réglementation douanière qui oblige les commerçants à déclarer toutes leurs marchandises. Que ce soit pour l'import ou l'export, il est désormais impératif de passer directement par les douanes qui calculent entre autres l'octroi de mer. Les marchandises doivent ainsi être acheminées dans les compartiments fret dont les coûts ne sont pas les mêmes. Comme quoi cette loi il est votée, renyesedze makosi généraux watu rawapare rwanyesedze zo tuzileo mba derazipara ujo nekaka bsidala ole wasonyor toujours tongortofanya qualité ça dépend de toujours hadiso wana tarvulishiani wasina wasi be pour l'instant lorenga zo jojo elisize wanyatu hunu rwambe zo rapara ujo babo de wenyewe watujambia marnar fanjar fanyejao mais moi seul toujours na rega décision. Les commerçants ne souhaitent rien lâcher, mais de leur côté, les douaniers ne font qu'appliquer la loi. En effet, pour des raisons de sécurité, et notamment suite aux attentats du 11 septembre 2001 à New York, de nombreux pays ont décidé de mettre en place un système d'enregistrement de toutes les marchandises. Depuis 2014, la loi oblige les commerçants à tout déclarer en compartiment fret, et Mayotte ne fait aujourd'hui plus exception à la loi. Nous, il y a une chose qu'on ne comprenait pas, parce qu'on a le 46 kilos. Le 46 kg, on est obligé d'amener notre 46 kg. Lui il dit que le 46 kg, on ne peut pas l'amener parce que c'est un commerce déguisé. On est obligé de mettre au fret. Bon, on a vu qu'au fret, ce n'est pas possible parce que ça, c'est notre droit. Au 46 kg, c'est notre droit. C'est pour tout le monde qui voyage, ils ont leur droit de bagages. Ben, et il a dit non, on ne peut pas. Il faudra qu'on le mette au fret. Pour avoir LTA, il faudra, c'est Paris qui décide, c'est Paris qui contrôle. Et moi je vois que Paris va contrôler comment. Ici on n'est pas à Paris, on est à Mayotte. C'est ça que ça m'étonne que Paris va contrôler. Paris c'est Orly, Charles de Gaulle qui vont contrôler ça. Et là on est à Pamandzi. Il va contrôler comment les bagages. Les commerçants se tournent désormais vers les élus, mais il y a peu de chances que leurs revendications aboutissent à un compromis. En effet, cette réglementation est source de revenus pour le département, puisque depuis le 1er janvier 2016, les commerçants ne peuvent plus se soustraire à l'octroi de mer. Autre polémique encore, la révision des taux de l'octroi de mer fait rage. Ce régime fiscal spécifique aux départements et régions d'outre-mer est à la fois une source de financement des collectivités territoriales et un outil indispensable censé stimuler le développement économique. Mais cet outil est à manipuler avec prudence car il peut déstabiliser l'économie locale. Le point avec Adèle Laurent. La révision du taux de l'octroi de mer n'est pas fixée dans le marbre, et heureusement car peu d'entreprises s'y retrouvent. Les entrepreneurs ont peur de ne plus pouvoir assurer le paiement des charges dévolues aux entreprises et dans le même temps, le paiement de cette taxe qu'est l'octroi de mer. L'emploi à Mayotte en pâtirait donc, comme nous l'explique Christophe Pérez, vice-président du MEDEF en charge du développement économique. Je pense qu'on va pouvoir arriver à faire prendre conscience qu'on ne peut pas enrichir la collectivité départementale en appauvrissant les entreprises. L'octroi de mer risque à terme et dans des délais beaucoup plus courts que ce qu'on ne le croit, non seulement de tuer l'entrepreneuriat à Mayotte, mais surtout d'agir comme un épouvantail. Lorsque vous aurez
des productions qui seront mises en compétition avec les pays émergents comme ceux de Madagascar, l'île Maurice et encore bien d'autres, eh bien on va bien s'apercevoir que nous ne sommes pas aussi compétitifs que ce qu'on l'aurait voulu. Ça va finir que les gens préféreront monter leurs entreprises dans ces pays-là et importer d'une manière sèche les produits transformés ici. Ils gagneront plus d'argent parce qu'ils seront moins pénalisés. Et par contre, c'est le pays entier qui va en souffrir et qui va en pâtir parce que nous ne pourrons pas maintenir une politique de l'emploi telle que nous le souhaitons. De nombreux secteurs sont touchés par cette révision des taux et celui du paramédical n'y échappe pas. Les grossistes répartiteurs, qui achètent les médicaments en métropole et les font venir à Mayotte afin de les livrer en pharmacie, sont eux aussi touchés de manière importante. Et cela se répercute sur les consommateurs. Une augmentation de l'octroi de mer, elle est payée par le consommateur, quoi qu'il arrive. Donc sur les médicaments non remboursés, le prix sera plus cher et le consommateur, ou plus exactement le patient, devra mettre un petit peu plus d'argent. S'il a la chance d'avoir une mutuelle, en général cette augmentation est prise en charge, mais pour la majorité des gens, il faudra sortir un peu plus de sous. Donc ça veut dire que pour beaucoup de patients, il faudra faire un choix de ne pas forcément utiliser ce genre de médicaments, mais ils se soigneront moins. On peut dire qu'il est dommage que le Conseil général n'ait pas eu le temps de bien consulter tous les acteurs. Ça fait quand même du dégât dans les entreprises et ça a des conséquences sanitaires pour la santé des gens. Si les choses sont rétablies d'ici quelques semaines, ça aurait été un moment douloureux. Si ce n'est pas rétabli, il y aura des choix qui auront des conséquences majeures sur la santé à Mayotte. Les risques pour l'économie et pour l'emploi sont réels. Les acteurs locaux souhaitent donc une révision de cette taxe afin que le pire soit évité. Et l'une des professions les plus touchées par ces nouveaux taux n'est autre que le secteur du BTP. En effet, le taux d'octroi de mer passe de 5 à 30% de manière rétroactive à partir du 1er janvier 2016, de quoi effrayer les entrepreneurs du secteur mais aussi les clients. Le risque d'une forte baisse de l'emploi et de délocalisation de délocalisation de certaines activités est d'ores et déjà envisagée. On écoute David Nagar, secrétaire général chez IBS, au micro de Pierre Bellucci. Alors les conséquences vont être doubles. Dans un premier temps, une augmentation des prix des matières premières, des matériaux. Il faut compter dès demain une augmentation en moyenne de 30% des matériaux de construction, que ce soit les granulats, le sable, les parpaings, les bétons, un petit peu moins, mais ils sont considérés aussi. Les incidences à terme pour nos clients, donc une augmentation des prix. Et qui dit augmentation des prix, dit une augmentation du coût de la construction à Mayotte. La difficulté est que nombre de marchés ont été signés en 2015 avec des prix 2015, sauf que la répercuter maintenant 30% d'augmentation, ça va être difficile par rapport aux clients qui ne vont pas accepter une telle augmentation. Donc deux solutions, soit le client accepte ce qui paraît inconcevable, soit les marchés vont être dénoncés. Et donc la majorité des marchés du BTP, du secteur BTP à Mayotte vont être arrêtés. Alors Pierre Bellucci, on comprend bien que beaucoup de secteurs d'activité sont touchés. On vient de le voir, le secteur du BTP passe de 5 à 30%, ainsi que les produits pharmaceutiques à 10%. Est-ce qu'on peut faire le point sur cette situation, Pierre ? Oui, alors c'est une situation très très compliquée, surtout que la plupart des secteurs l'ont appris ce vendredi. Il y a une réunion à la CCI, notamment le BTP. Ils ont appris ces nouveaux taux qui tombent comme ça, comme un coup près, et qui vont faire très très mal alors à la fois à l'économie, au développement économique de l'île, à de nombreux artisans petits, mais également aux grosses entreprises dans le BTP et ailleurs. Et ça va faire également mal au porte-monnaie des ménages, puisque les ménages vont aussi être impactés. Effectivement, les prix vont augmenter. Alors quand on nous parle de lutte contre la vie chère, là pour le coup, on est vraiment à l'opposé de ce qui aurait pu être envisagé pour lutter contre la vie chère. Donc c'est vraiment critique la situation. Il va y avoir vraiment une fronde de la part de nombreux entrepreneurs. On sait, le MEDEF monte déjà au créneau, mais ils ne seront pas les seuls. Il y a les petits artisans aussi. On se doute que la CGPME va aussi monter au créneau, parce que c'est vraiment catastrophique. On va avoir des prix qui vont exploser, et puis on va avoir de nombreux marchés qui sont déjà passés. C'est une loi qui est rétroactive à partir du 1er janvier, mais qui s'applique lorsque les livraisons sont effectuées. C'est-à-dire que tous les produits qui vont arriver à partir de maintenant vont être taxés, même si les marchés ont été passés il y a plusieurs mois. Donc là, ça va être catastrophique
catastrophique. Il y a des marchés qui risquent de s'arrêter et puis il y a le risque de délocalisation, notamment des activités. On avait le secrétaire général d'IBS, lui il explique clairement que pour sa carrière, il risque de devoir mettre beaucoup de monde au chômage technique et d'importer peut-être à Madagascar ou ailleurs. Donc on imagine l'impact que ça va avoir sur l'emploi à Mayotte. C'est catastrophique. On ne comprend pas, surtout qu'il n'y a pas eu de concertation avec ces secteurs d'activité et les entrepreneurs. C'est ça qui étonne énormément. Et est-ce qu'il va y avoir un rétro-pédalage de la part des élus ? Écoutez, là c'est ce que tout le monde espère. Il va y avoir en tout cas un vrai dialogue qui va s'instaurer. On peut imaginer effectivement que lors de la prochaine séance plénière, l'octroi de mer va faire partie des priorités et qu'il va y avoir un vrai combat pour faire revenir le conseil départemental. Le conseil départemental a un déficit qui est très important. On sait qu'ils ont besoin de fonds et que l'octroi de mer va faire partie justement de ces recettes, d'importantes recettes. Mais là en l'occurrence, ça risque d'impacter, ça risque de faire rentrer de l'argent pour le département, mais de poser de nombreux problèmes à l'ensemble de la population. Donc on peut imaginer qu'il va y avoir un dialogue très tendu entre les uns et les autres afin qu'il y ait un rétropédalage de la part des conseillers départementaux et qu'ils revoient l'octroi de mer rapidement. Merci beaucoup Pierre. Et puis vendredi soir, on vous l'annonçait sur ce plateau en direct, la mise en examen de Ousseni Benissa, président de la commission d'appel d'offres et de la commission des finances du conseil départemental. Il a donc été placé sous contrôle judiciaire. En cause, les subventions accordées à des associations votées en séance plénière mais allouées à d'autres structures n'apparaissant pas à l'ordre du jour des élus. Une nouvelle affaire qui fait tâche au sein du conseil départemental, même si la présomption d'innocence doit rester de mise. Plus de précisions dans ce reportage signé Shakila Issouf et Leslie Vimenet. L'affaire a fait l'effet d'une bombe. Dans le cadre d'une enquête ordonnée par le juge d'instruction, les gendarmes de la section de recherche se sont intéressés de près à l'association Malak Club Jeunesse. 6 000 € lui avaient été attribués en 2012 pour financer un voyage qui n'a jamais eu lieu. Convoquée pour être entendue, la présidente de l'association avait été très surprise de découvrir sa signature contrefaite sur un document officiel alors que la structure était en sommeil depuis 2009. Ousseni Benissa, conseiller départemental et vice-président, a été mis en examen. En effet, il aurait touché 5 600 € destinés à un voyage des membres de l'association Malak Club Jeunesse qui n'a jamais eu lieu. La population sous le choc ne trouve pas les mots pour exprimer sa déception. C'est nouveau, des affaires qui touchent nos hommes politiques, des affaires louches, c'est le mot, je veux dire. Et donc on entend ça une fois, on est surpris. On entend une deuxième fois, ça choque. On entend une troisième fois, c'est de la déception. Ce matin, dans le grand débat entre les candidats à la présidentielle des Républicains, l'heure était au soutien de leur ami en attendant que la justice tranche. Aujourd'hui, mon ami Benissa est comme vous-même complètement innocent. Donc à partir de là, je vais attendre d'avoir plus d'informations dans cette affaire-là pour répondre. Mais effectivement, aucune personne n'est heureuse de se retrouver devant un juge. Aucune personne n'est heureuse d'être concernée par des histoires de tribunal. Je suis bien placé pour le savoir. Donc moi, ce que je peux faire ici aujourd'hui, c'est apporter tout mon soutien à mon ami. Moi, je serais partisan de dire effectivement, laissons les choses se faire. On a eu, que ce soit au plan local, que ce soit au plan national, des mises en examen et autres. Mise en examen ne veut pas dire coupable. Donc laissons les choses se faire. Nous ne sommes pas élus pour faire des choses qu'il ne faut pas. C'est vrai, on n'est pas sûr que ce que dit les journaux ici est vrai, tant que le tribunal n'a pas fait son travail. Pour l'heure, l'enquête suit son cours, mais l'affaire fait déjà grand bruit. En effet, la défiance vis-à-vis des élus est déjà très importante sur le territoire. Et ce genre d'histoire n'est pas pour améliorer les choses. Et on suivra bien sûr cette affaire de très près. Je vous propose maintenant de faire un tour d'horizon du reste de l'actualité de ce lundi 25 janvier. Tout de suite, l'actualité en bref. À la fin de la précédente mandature au Conseil général, le premier vice-président de l'époque, Miran Ousseni, avait obtenu près de 300 000 € de subventions
pour la création d'une entreprise de location de voitures. D'autres sociétés de location avaient elles aussi sollicité la générosité de la collectivité, sans suite. Une majorité plus tard, l'entreprise My Location existe bien et l'argent public aurait été utilisé conformément au projet pour l'achat de véhicules. Par contre, là où le bas blesse, c'est que nombre de ces véhicules auraient été affectés au Conseil général pour des locations de longue durée, conférant ainsi un marché public à l'ancien vice-président. Cependant, les défauts de paiement n'étant pas exceptionnels au sein du département, My Location s'est rapidement retrouvé en difficulté, incapable de s'acquitter de ses échéances d'assurance. C'est donc l'actionnaire principal qui a mis la main à la poche directement, un certain Mira Nousseni. Ce dossier soulève de nombreuses questions quant à l'octroi de fonds publics à un élu, ainsi qu'en matière de procédure. Il n'y aura bien sûr rien d'illégal si la procédure de passation du marché a été effectuée dans les règles de l'art. Seule la morale est pour l'heure touchée, avec des élus un peu trop bien placés pour s'octroyer des subventions et se créer une vie d'après-mandat. Le rapport de la Cour des comptes sur la départementalisation de Mayotte a suscité bien des réactions, dont l'interview de Mansour Kamardine décrivant une île au bord de la guerre civile. La formule avait agacé la ministre de l'Outre-mer, Georges-Paul Langevin, qui déclinait tous les efforts engagés par l'État, sans toutefois parvenir à convaincre. Les enfants livrés à eux-mêmes, les écoles surchargées, les bidonvilles. La ministre a reconnu la perte de repères culturels et la destruction d'un certain nombre de médiations traditionnelles, entraînées par le processus d'entrée dans le droit commun. Certains sujets brûlants comme l'immigration clandestine ou le risque terroriste ont été abordés sans qu'aucune solution ne soit proposée. Seul le renforcement de la voix de la France au sein de la Commission de l'océan Indien laisse entrevoir une ébauche de changement dans les relations diplomatiques avec les Comores. Précision est d'ailleurs apportée par le député Bouhen Ali Saïd sur les réseaux sociaux. En effet, le parlementaire écrit que la ministre des Outre-mer prévoit de convoquer en urgence l'ensemble des parlementaires de Mayotte, le préfet et les ambassadeurs français de la région pour une réunion d'urgence le 2 février 2016 au ministère des Outre-mer. De cette réunion devra se dégager des actions concrètes pour que notre département puisse de nouveau maîtriser ses frontières. Il y a un peu plus d'une semaine, les habitants de Tsimkoura se sont rassemblés sous la bannière d'un collectif visant à chasser les étrangers en situation irrégulière sur le territoire. Une vaste opération avait été menée et une cinquantaine de familles avaient été contraintes de quitter la localité. Mais les villageois avaient prévenu, ils dénonceraient aussi les Mahorais fournissant une aide aux étrangers en situation irrégulière. La promesse a été tenue et une liste de 12 personnes a été fournie, adresse comprise au commandant de la gendarmerie, au préfet à la maire de Chirongui, mais aussi au procureur de la République. Depuis, la méthode fait école et de telles opérations ont été conduites la semaine dernière dans une demi-douzaine de localités de l'île. La tension monte et la crise entre communautés se fait chaque jour un peu plus vive. Et c'était samedi soir dernier à la MJC de Mtsapéré, l'association L'Amicale des Bretons de Mayotte a organisé la soirée Fest-Noz, l'occasion de venir découvrir la Bretagne à travers sa musique, sa gastronomie et ses pas de danse venus d'une autre époque. Pour animer la soirée, un groupe de musiciens bretons, la Mangue Bleue, a fait le déplacement tandis que plusieurs centaines de personnes ont festoyé jusqu'à 2h du matin. Un sujet signé Shakila Issouf et Leslie Vimonet. Manger des crêpes, boire du cidre et danser toute la nuit. Comme chaque année, l'association Les Bretons de Mayotte fait voyager les Mahorais à travers leur culture et leurs danses traditionnelles. Ils se veulent être un peuple ouvert et se retrouvent à travers ce mélange d'identités. On est bretons partout dans le monde en fait, mais on n'est pas bretons. Notre identité elle n'est pas fermée, notre identité elle est très ouverte et elle s'exporte et elle se métisse. Et c'est très important que... les Bretons ne restent pas centrés sur eux-mêmes, mais au contraire s'ouvrent à fond et se mélangent avec la culture mahoraise. Il ne faut surtout pas rester avec les siens, quoi. Il faut vraiment mélanger, quoi. Venus des quatre coins de l'île, comme Abdou de Chiconi, tous étaient là pour échanger, partager et se retrouver en toute convivialité. La question de l'intégration de la communauté bretonne ne se pose plus, tant ses valeurs et son sens de l'hospitalité ressemblent à ceux des Mahorais. L'essentiel dans le Fest-Noz reste comme chaque année de s'amuser et de danser tout en dégustant les spécialités culinaires bretonnes. Peut-être que si je me souviens très bien, c'est le troisième Fest-Noz que je suis venu ici. En fait, ça se passe bien parce que je danse avec les grands, les jeunes et tout, quoi, et tout le monde. On mange bien, on danse bien.
On boit bien, j'imagine. Et voilà, une autre amie. Véro, comment t'as entendu parler de la fête? Moi, dans le sud, je suis du sud. Je vais danser. Entraînés dans la danse par un groupe de musiciens typiques bretons, la Mangue Bleue, les invités ont voyagé le temps d'une soirée jusqu'au bout de la Bretagne. Une véritable satisfaction pour les organisateurs qui sont plus motivés que jamais à faire du Fest-Noz un événement incontournable de l'île Lagon. C'est de faire rassembler en fait les personnes venant de Bretagne, les Bretons d'origine et les Mahorais autour d'une fête typiquement bretonne. Les spécialités, c'est les galettes saucisses bretonnes, c'est aussi les galettes complètes. Et effectivement, on a pensé un peu à tout le monde puisque c'est l'idée de rassembler les Bretons et les Mahorais, et on a mis de la dinde pour les galettes complètes qui sont avec généralement du porc. Et je vous rappelle que l'alcool est à consommer avec modération. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez revoir cette édition en replay sur notre site l'infocoésie.fr et sur OM5. Quel temps fera-t-il demain ? Eh bien, je vous invite à regarder la météo avec Ornella Perrine, à suivre juste après les candidats à la présidentielle des Républicains, Mansour Kamardine, Abdullah Hariti et Fadoul Ahmed Fadoul. Ils étaient ce matin au micro de Patrick Milan. Un grand merci à toute mon équipe, Camille Idlas qui a réalisé ce journal et Ousma Maëvaben pour le son, plateau et en radio. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain, même heure, même chaîne. Excellente semaine à vous, Kwaheri.